Donc aujourd'hui, je suis là grâce au laboratoire Botu et à EasyCom que je remercie pour leur invitation. Et l'objectif de notre keynote, c'est un workshop design, plan d'action commercial, financier et stratégique de mon officine en 2026. Alors l'objectif, c'était de vous faire travailler, pour être honnête avec vous, avec des petites tables rondes où j'allais vous mettre en 3-4 personnes. Mais on aura l'occasion peut-être de le faire à Officine Expo, puisque aujourd'hui la salle ne s'y prête pas malheureusement. Donc on a 45 minutes de keynote. L'objectif pour moi, c'est que vous ressortiez avec une ouverture des yeux sur quelque chose que vous pourriez faire. Mais ce serait intéressant si vous pouviez avoir, si vous prenez des notes. Mon objectif, c'est que vous vous posez la question pendant toute la conférence sur qu'est-ce que je peux faire au niveau de ma pharmacie pour 2026. Donc, n'hésitez pas à vous poser les questions, à écrire vos questions. Je vais aussi à la fin vous poser moi des questions qui pourront vous faire réfléchir. Et puis, pourquoi pas, on mettra le workshop en table ronde en février prochain où on se donne rendez-vous à Officine Expo. Donc, l'objectif de cette keynote, c'est que vraiment, je veux vous aider à structurer votre vision stratégique pour 2026. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pouvez faire au niveau de votre pharmacie. Aussi, on va parler de plan d'action. Alors, le plan d'action, il y a tellement de choses à faire, mais chaque pharmacie est unique. Donc, avant de faire un plan d'action, il faut d'abord savoir c'est quoi ma pharmacie, quel est l'ADN de ma pharmacie, quelle est son identité. Donc, faire un diagnostic et ensuite, on va rentrer dans la partie commerciale, financière et stratégique adaptée aux nouvelles contraintes. Et puis, vraiment passer d'une réflexion globale à une réflexion customisée de chacun de vous, de votre officine, puisque le plan d'action de madame ne sera pas le plan d'action de madame derrière, ni du monsieur à gauche. Vous avez tous des officines dans des quartiers différents, dans des villes différentes, avec une patientèle complètement différente. Donc si vous avez des plans d'action génériques, c'est qu'il y a un problème au niveau de l'entreprise, pas au niveau de votre compétence scientifique ou de pharmacien ou de professionnel de la santé, mais au niveau de votre compétence de manager. Alors, rappelons un petit peu d'abord le contexte économique aujourd'hui dans lequel vit le pharmacien. Avec les manifestations qu'il y a eu récemment, à cause d'un modèle économique qui est en transition au niveau de l'officine, avec une inflation, un nomadisme des patients qui est beaucoup plus exigeant, qui sont beaucoup moins fidèles. On retrouve moins la patientèle de quartier qui sont les habitués. Des patients exigés et informés, une baisse des prix de médicaments qui fait une pression sur la marge. Et puis l'importance aujourd'hui d'avoir une gouvernance au niveau de la structure du système de santé et du secteur d'activité de la pharmacie. Par ailleurs, on a une baisse de chiffre d'affaires globalement au niveau des spécialités remboursées parce que le prix des médicaments est sous pression, parce qu'il y a une diminution des prescriptions où les gens ne vont de moins en moins chez le médecin, donc s'informent à travers les outils digitaux et viennent prendre les médicaments en pharmacie. Donc, il y a une marge sur les produits qui est en train de baisser, mais par contre, il y a encore des opportunités par rapport aux services. Donc, c'est pour ça qu'on va commencer par comment faire le diagnostic pour identifier quelles sont ces opportunités et voir quel type de service vous pourrez proposer dans votre plan d'action en 2026 en fonction du type de votre patientèle. Donc, les étapes clés pour moi d'un plan d'action, c'est que je commence par le diagnostic. Ensuite, je fais un plan d'action commercial parce que c'est le nerf de la guerre. Le but, c'est que vous vendiez plus de médicaments, plus de produits, puériculture, orthopédie, en fonction de ce que vous avez en stock. Votre plan d'action stratégique, c'est-à-dire votre positionnement. Comment vous voulez que cette pharmacie soit identifiée service, est-ce qu'il faut plus une pharmacie d'hôpital à proximité des ordonnances qui va aller où on va retrouver des stocks de médicaments dédiés à la gériatrie. Et puis le plan d'action financier, je sais que vous attendez tous, que vous adorez tous, puisque aujourd'hui l'optimisation fiscale est nécessaire. Mais je vous invite donc à me retrouver au plateau TV à 16h30 où on va parler beaucoup plus en détail de la partie fiscalité et de la partie finance et plus précisément du contrôle fiscal. Mais là, aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu quels sont juste les principaux indicateurs à suivre dans votre plan d'action économique. Donc, pour faire ce diagnostic, on commence toujours par un outil simple, un outil très important
c'est l'outil du SWOT. L'outil du SWOT, c'est l'outil qui va vous permettre d'identifier au niveau de votre pharmacie les forces de votre pharmacie, les faiblesses de votre pharmacie, les opportunités et les menaces que vous pouvez identifier dans votre pharmacie. Ensuite, on va faire une analyse de la patientèle, avec qui sont mes patients, des charges et de la fiscalité, et l'analyse rationnelle avec Dr Hefdi tout à l'heure. On fait une sorte de tableau où on identifie, on se pose la question, quelles sont mes forces de ma pharmacie en interne? C'est les facteurs internes qui contribueront à la réussite de mon plan d'action. Donc, est-ce que j'ai des collaborateurs qui sont fidèles? Est-ce que je peux leur faire confiance? Est-ce que j'ai une patientèle fidèle? Est-ce que j'ai pas de produits dormants? Est-ce que j'ai un stock avec un turnover assez intéressant? Les faiblesses, c'est tout ce qui peut rendre difficile la réussite de mon plan d'action. Donc, si j'ai des problèmes de trésorerie, si j'ai des problématiques de merchandising, c'est-à-dire que j'ai une pharmacie où il n'y a pas un fort ensoleillement, c'est une faiblesse. Mais le fait de l'identifier, je vais pouvoir trouver une action corrective. Et puis, les menaces et les opportunités, c'est ce qui ne dépend pas de vous. Donc, autant en haut, ça dépend de vous et de votre gestion, autant en bas, ça ne dépend pas de moi. Mais je dois absolument les identifier. Les strengths, c'est les menaces, c'est ce que je ne peux pas... Ça me menace, la fiscalité, la loi de finances 2026 qui risque d'être compliquée pour moi, la baisse des prix des médicaments est une menace pour votre pharmacie, mais c'est indépendant de votre volonté. Mais par contre, le fait de l'identifier, vous savez comment éventuellement la contourner en développant d'autres produits qui ne vont pas subir la baisse des prix notamment. Les opportunités, c'est les opportunités qui se présentent à moi. Donc, c'est des tendances émergentes dans la réglementation. Si, par exemple, j'entends dire que dans les produits vétérinaires ou les médicaments vétérinaires, ils n'auront plus le droit d'être vendus, supposons, dans les cabinets vétérinaires ou dans les grandes surfaces, c'est une niche à prendre. Donc, ça, c'est une opportunité à identifier. Donc, ça, à titre d'exemple. Comment j'établis un SWOT? Moi, je vous ai fait ici un tableau pour que vous puissiez le prendre en photo et travailler dessus dans votre officine. Là, par exemple, c'est la liste des forces génériques qu'on peut retrouver dans une pharmacie. Et je vous propose et je vous conseille de vous noter vous-même de 1 à 5. 1, ça veut dire la mauvaise note. 5, c'est la meilleure note. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous avez une large gamme de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques? C'est-à-dire, est-ce que vous avez une diversification de produits dans votre portefeuille en pharmacie? Est-ce que mon personnel est qualifié et expérimenté? Est-ce qu'il a reçu les bonnes formations? Est-ce qu'il sait faire de la préparation pharmaceutique? Et là, j'identifie, s'il ne le sait pas faire, si je suis noté 1, peut-être qu'il faudrait que je prévoie une formation et que je mette dans mon plan d'action que je vais le faire venir avec moi à Officine Expo ou que je vais l'envoyer à Officine Plus ou à un autre congrès, peu importe, où il y a une formation dont il a besoin sur l'analyse de l'ordonnance ou de la prescription, par exemple. L'emplacement stratégique dans un quartier fréquenté. La bonne réputation, la fidélisation de mes clients. Est-ce que j'ai un service de conseil personnalisé pour chaque client? Donc ça veut dire, est-ce que vous avez l'habitude? Combien de conseils vous donnez par jour? Posez-vous cette question. Est-ce que vous donnez un conseil par jour ou on vous demande 10 conseils par jour? Si on vous demande 10 conseils par jour, ça veut dire que vous êtes noté 5 sur 5 et il y a une opportunité à prendre. Pourquoi pas développer le service? Puisque je suis très souvent sollicitée pour du conseil. Les services de préparation d'ordonnance, donc il y a aussi l'opportunité des piluliers, de la préparation de piluliers. L'engagement envers la communauté locale, la participation à des événements de santé, le service de vaccination sur place. Donc ça, c'est une liste générique. À vous de voir, ça vous permettra de faire le diagnostic en fonction de vos notes. Maintenant, les faiblesses. Les faiblesses d'une pharmacie peuvent être les suivantes. Avoir un stock limité pour certains médicaments spécifiques. Difficulté à recruter du personnel, en plus en période de forte demande. Un espace de vente limité pour l'expression des rayons. Donc j'ai une petite pharmacie, il faut que je trouve un moyen de la valoriser davantage. Pourquoi pas faire un second canal de communication de vente via les réseaux sociaux, etc. Bien sûr, pas des médicaments, mais trouver un moyen de valoriser l'expansion de mes rayons. Quels sont mes horaires d'ouverture?
Est-ce que je suis présent ou non sur les réseaux sociaux? Est-ce que je suis diversifié dans les produits de bien-être? Est-ce que je manque d'espace ou non pour des consultations privées ou pour donner du conseil de manière confidentielle à mes patients? Est-ce que j'ai un espace de vente limité, etc. Donc là, ça vous permet aussi de voir, grosso modo, quelles seraient les faiblesses à identifier. Pour les opportunités, ça, encore une fois, c'est des exemples, mais les opportunités relatives au Maroc sont à identifier suite aux réformes du système de la santé. Par exemple, on peut voir une opportunité comme on peut la percevoir comme une opportunité, comme on peut la percevoir comme une menace. Par exemple, vous avez l'AMO. Ça vous apporte une opportunité majeure qui est l'augmentation du portefeuille patientèle, d'une part. Mais c'est une menace aussi puisque on a le tiers payant qui va peut-être arriver. Donc il y a une problématique de trésorerie à gérer au niveau de ma pharmacie si je dois donner les médicaments avant que le client ne me paye. Comment je gère ça? Donc voilà les opportunités et les menaces à identifier. Ici, c'est comment je peux identifier. Bon, je pourrais vous transmettre bien sûr ce deck pour que vous puissiez vraiment faire l'exercice tout seul. Et puis aussi, ou sinon, commencer à réfléchir à l'exercice. Et on en parlera, Inch'Allah, à au prochain congrès. Voici comment identifier les faiblesses, identifier les menaces et identifier les opportunités. Même commercial. Aujourd'hui, nos consommateurs sont nomades. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que un patient est fidèle, on va le revoir tout le temps parce que sa maman est habituée à venir chez nous depuis 40 ans, qu'il va forcément venir. On a de l'automédication. Beaucoup vont aller sur ChatGPT aujourd'hui pour lire leurs ordonnances et donc vont aller faire de l'automédication. Ils sont donc plus exigeants, plus informés, mais surtout à la fois attentifs au prix et attentifs à leur santé. Donc pour qu'ils soient satisfaits, leur niveau de satisfaction est beaucoup plus difficile à atteindre. Pourquoi? Parce que la satisfaction est relative aux attentes. Avant, le patient, sa seule attente, c'était que le pharmacien soit présent et que le médicament soit disponible en pharmacie. Aujourd'hui, le patient, c'est le seuil minimum pour qu'il soit satisfait. Mais il attend d'autres choses, votre bon conseil, un bon service, un merchandising agréable, etc. Et puis, on a aussi une autre menace qui pèse un peu sur la pharmacie d'officine physique, c'est que l'acte d'achat en ligne est de plus en plus développé. Donc aujourd'hui, les gens ont envie de passer commande de ce qu'ils veulent sur leur canapé à 22 h sans devoir aller être contraint par des horaires de pharmacie ou être contraint par quoi que ce soit. Donc on a même dans le retail, dans les supermarchés, etc., aujourd'hui, à travers Glovo, Yassir, etc., on n'a plus besoin de d'avoir le samedi matin complet pour aller faire nos courses, étant donné que courant la semaine, on peut avoir la tomate qui manque, les oignons qui manquent, etc. Donc cet acte digital d'achat change les habitudes du consommateur. Mais comme le pharmacien n'a pas le droit de livrer, comment on fait pour contourner cette menace et pour le fidéliser quand même? Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose à faire pour demander, à faire pression sur la réglementation à travers la gouvernance et le lobbying, à travers les assises, les conseils de l'ordre, etc., pour faire changer, évoluer le métier du pharmacien en fonction des attentes du consommateur. Et puis là, tout ce que vous pouvez faire là tout de suite concrètement en termes de plan d'action, c'est plutôt de disposer d'une offre de service. Donc, pourquoi il va se déplacer chez vous? Il ne veut plus se déplacer chez vous juste pour acheter un médicament, mais il veut se déplacer chez vous pour avoir un service qu'il n'aura pas de toute façon à travers cette plateforme en ligne. Donc, quel type de service, avant d'aller typiquement, vous allez me dire, oui, mais le Marocain ne va jamais accepter de payer un service. Mais moi, je vais vous dire, je challenge cette question parce qu'il y a l'anecdote du verre d'eau. Quand vous partez vous prenez l'avion à Royal Air Maroc. Vous avez le verre d'eau, il est gratuit. Il vous donne le verre d'eau dans un gobelet quand vous demandez de l'eau. Et en fait, c'est inclus aussi dans le pays du billet d'avion, parce que le billet d'avion est beaucoup plus cher que celui de Ryanair. Mais quand vous allez à Ryanair, est-ce que quand vous demandez un verre d'eau, vous l'avez? Zéro. On est d'accord. Et c'est quoi la différence entre la RAM et Ryanair par rapport à ce service? Premium, mais est-ce que vraiment vous le percevez à Royal Air Maroc comme premium?
La seule différence, c'est qu'à Royal Air Maroc, vous avez le service est gratuit, on vous le pose dans un verre d'eau. On ouvre une grande bouteille devant vous et on vous verse dans le verre d'eau. À Ryanair, le service est payant, mais vous allez avoir une bouteille d'eau fermée. Elle est petite, c'est la même quantité, mais vous allez la payer 3 €. En plus, vous ne pouvez pas avoir d'eau si vous n'avez pas de dirham. Donc, le fait est que la façon dont je propose le service va vraiment changer la perception du patient et du consommateur pour qu'il soit prêt à le payer ou non. Donc, quand vous allez me dire, non, mais le patient ne va jamais vouloir payer mon conseil, ça dépend à vous de vous. Comment vous le présentez en pharmacie? Si vous êtes derrière le comptoir et que, bien sûr, vous avez un conseil, que vous le donnez de manière automatique, c'est bien, mais si c'est un entretien qui dure plus de 15 minutes, ben, il y a un espace. Donc, j'aménage un espace, j'investis dans cet espace-là pour que, et puis je mets aussi des totems et j'affiche le prix de ce service. Par exemple, donc pour passer d'un service gratuit à un service payant, il faut proposer différents niveaux de service. Il faut mettre en avant les avantages pour les clients et les patients. Il faut surtout communiquer sur les prestations par des flyers, des affichages, des totems, des affiches. Et puis, bien sûr, savoir présenter, argumenter le service. Je vous donne l'exemple du dépistage. Vous avez probablement tous la possibilité de faire le dépistage en officine, ne serait-ce que pour la tension artérielle. Vous allez me dire, mais moi, je prends déjà la tension artérielle pour mes patients pour les fidéliser de manière gratuite. Je vais vous dire, très bien, ben alors ceux que vous prenez de manière... Si vous mettez le totem et qu'il rentre, et qu'il voit que ben, vous mettez... aujourd'hui, vous commencez à facturer la prise de tension artérielle à 30 dirhams. Ouais, mais là, ما يمكنش أنا ديما كنت كنديرها فابور ودابا خاصني 30 درهم. Vous pouvez présenter les choses de la manière suivante. Ben, spécialement pour vous, parce que vous êtes un client fidèle, vous allez avoir ce service gratuit encore 1 an ou d'ici la fin de l'année. Donc, vous mettez une temporalité dans le service. Et puis, ça prend le temps, du coup, de rentrer dans la tête du patient comme quoi il a un service premium gratuitement, pour lui spécialement, pendant une durée déterminée. Mais par contre, vous mettez le deuxième niveau de service qui est plus cher. Donc là, c'est un exemple en France. Suivi de la tension. Si vous faites 4 mesures, c'est-à-dire que vous revenez sur 1 mois, 1 fois par semaine, que vous faites une analyse graphique, parce que votre appareil de la tension, il est technologiquement connecté à une application qui vous permet d'avoir une analyse graphique de sa tension, et que vous pouvez même transmettre les résultats à son médecin généraliste qu'il vous donne les contacts, là, ça coûte 150 dirhams au lieu de 30 dirhams. Ah oui, vous allez même prendre contact avec mon médecin. C'est intéressant. Du coup, ça fait un suivi de patient, vraiment un suivi holistique. Et puis, petit à petit, le patient est ce qu'on appelle l'éducation du consommateur. Il devient éduqué à ce que ce service va lui apporter une valeur ajoutée. Donc, on travaille sur la proposition de valeur qui va me permettre à moi de développer économiquement ma marge et à lui d'avoir un suivi personnalisé par et son pharmacien et son médecin. Mais à côté de ce que je faisais gratuitement pendant des années, je peux commencer à développer ce service-là de manière basique à 30 dirhams, à 40 dirhams en fonction de ma patientèle et surtout de ce qu'on appelle la willingness to pay de ma patientèle. C'est quoi la willingness to pay? C'est la capacité à payer de ma patientèle. Donc je connais à peu près le pouvoir d'achat de ma patientèle. Si je sais que je ne suis pas dans un quartier, je ne suis pas à Racine, je ne suis pas en Fa, je ne vais pas mettre 50 dirhams. Je suis à l'Oulfa, je vais mettre 25 dirhams, 20 dirhams. Donc, c'est en fonction de la capacité à payer de ma patientèle. Et pour ça, il faut la connaître, la patientèle. Qui sont-ils? Quel est le pouvoir d'achat? Et ça, c'est en fonction de l'analyse de votre portefeuille client. C'est pour ça que je vais revenir, du coup, à l'analyse du chiffre d'affaires. Donc, la première des choses à faire pour faire votre plan d'action commerciale, c'est qu'il faut analyser votre chiffre d'affaires par segment.
Vous avez plusieurs segments dans votre pharmacie, monsieur et mesdames, parce que vous avez non seulement les médicaments, mais vous avez aussi les over-the-counter, les médicaments OTC. Vous avez les compléments alimentaires, vous avez la parapharmacie, la cosmétique, pour certains la puériculture, pour certains encore l'orthopédie. Donc vous avez des segments. Et les segments ne se vendent pas de la même manière, ne font pas, et d'ailleurs n'ont pas les mêmes marges. Donc même comptablement, il faut absolument segmenter. Et dans chaque segment, je vais pouvoir analyser mon chiffre d'affaires, comment il évolue et sur quoi, qu'est-ce que je vends le plus, moi, en tant que pharmacien. Et c'est là que vous allez trouver des différences significatives entre toutes vos pharmacies ici présentes. Et c'est pour ça que le plan d'action, comme j'ai dit tout à l'heure, de madame la pharmacie devant ne va pas être le plan d'action de monsieur le pharmacien derrière, puisque en segmentant, vous allez trouver des différences significatives. Je vois aussi l'analyse de ma patientèle, quel est leur profil, est-ce qu'ils reviennent ou pas, quelles sont leurs habitudes d'achat, est-ce que quand ils viennent, ils achètent automatiquement ou ils viennent uniquement pour le conseil, est-ce que quand ils achètent, je peux éventuellement faire que le conseil qui est affiché payant ne soit pas payant à condition qu'il ait acheté. Donc, il y a des choses à faire. Et puis, bien sûr, j'évalue ma concurrence. Donc, est-ce que j'ai d'autres pharmacies à côté? À combien de temps? Est-ce que j'ai d'autres parapharmacies à côté? Est-ce que j'ai d'autres supermarchés à côté? Attention, on ne se fait pas concurrence juste entre pharmaciens. Aujourd'hui, la concurrence, elle est en ligne, elle est en physique, elle est au niveau du retail, du supermarché, elle peut même être au niveau de Drabomar. Donc, il faut aujourd'hui vraiment screener votre concurrence de manière très large. Et puis, surtout, identifier qu'est-ce que les autres font que vous ne faites pas. Est-ce qu'il y a de la digitalisation qui est faite que vous ne faites pas? Et donc, il faut s'y mettre. Ensuite, on se pose la question, comment développer la relation patient? Quelles sont les stratégies de fidélisation et quelle est l'optimisation de l'offre et du merchandising en officine. Là, par exemple, si on était en workshop en table ronde, je vous aurais mis 3 par 3. Et là, c'est pour ceux qui prennent des notes, je vous propose de réfléchir. Quelles sont les 3 actions que vous pourriez mettre concrètement de manière... les 3 actions commerciales? Parce que il y a beaucoup de choses à faire. Mais c'est en fonction de chaque pharmacie. Moi, je vous propose d'identifier juste 3, pas plus. Parce que vaut mieux 3 bien faites que 10 mal faites. Donc, réfléchissez par rapport à votre pharmacie et au diagnostic qu'on vient d'identifier, quels sont les 3 que vous pouvez mettre en place cette année. Et le secret d'un plan d'action, c'est d'avoir des objectifs. Et ces objectifs, ils doivent être ce qu'on appelle SMART. SMART comme spécifique, c'est un objectif très précis, mesurable, il est quantifié, il est chiffré. Je sais que je passe en 2025 d'un taux à 2026 à un autre taux. Il est atteignable. C'est pas quelque chose, je vais pas mettre, je veux augmenter de 100% le chiffre d'affaires de ma pharmacie. À moins d'ouvrir une deuxième pharmacie à côté et de ramener des patients, des camions de patients. Bon. Et il faut que ce soit réaliste et temporellement défini. C'est-à-dire, je dis que je vais atteindre cet objectif de ce moment. J'ai 6 mois pour le faire, j'ai 3 mois pour le faire, j'ai 1 an pour le faire. Donc, je dois avoir des objectifs SMART. Quelques exemples d'objectifs. Augmenter de 10% le chiffre d'affaires par la pharmacie. Vous voyez en quoi c'est spécifique ici? Ce n'est pas 10% du chiffre d'affaires de ma pharmacie. C'est 10% du chiffre d'affaires en parapharmacie. Et peut-être, je veux que 3% du chiffre d'affaires en médicaments, parce que je sais qu'il y a la baisse des prix, donc forcément, le chiffre d'affaires ne va pas être aussi important. Mais je vais faire des campagnes commerciales qui vont me permettre de peut-être faire des produits d'appel qui vont rappeler aux patients qui visitent ma pharmacie d'acheter du paracétamol ou de la vitamine, etc. Développer un nouveau service patient. Quel service patient? Le suivi du traitement. Je sais que la livraison n'est pas possible encore au Maroc, mais vous pouvez proposer un service patient. Réfléchissez auquel. Un dépistage, une préparation de piluliers électroniques, des entretiens personnalisés sur la nutrition. Si vous avez fait une formation en nutrition, eh ben, vous êtes capable donc d'être un coach en nutrition. Vous pouvez proposer 1 fois par semaine une pesée, des choses comme ça. C'est totalement possible. Ou encore fidéliser 30% de la patientèle régulière avec un programme de suivi. Donc vous les identifiez, vos patients, et vous dites, bon, j'investis sur celui-là parce qu'il a toute une famille derrière qui peut être intéressante. Il faut aussi faire un planning des actions. Le planning, c'est-à-dire que j'ai sur une année, je dois identifier qu'en mars, je vais faire une campagne santé de la femme.
Donc en mars, ma pharmacie va être aux couleurs un peu roses, va être vraiment axée sur la maternité. Je vais devoir stocker en complément alimentaire, par exemple, pour la ménopause ou en complément alimentaire pour la femme enceinte. Je vais du coup faire appel à un partenariat avec un laboratoire qui est spécialisé dans la santé de la femme. Donc mars, ma pharmacie prend une couleur spéciale. Septembre, ma pharmacie prend une couleur plutôt écolière avec la rentrée des classes. Je me stocke en lotion anti-poux, je me stocke en peigne anti-poux, je me stocke en sirop d'immunité ou encore en sirop de rhume, ce genre de choses. En novembre, c'est le mois du diabète. Donc, ce qui est payant toute l'année, par exemple la prise de la glycémie, vous mettez un totem où c'est 20 dirhams ou 25 dirhams, et ben en novembre, vous décidez que c'est le mois du diabète, donc le test est gratuit. Donc il faut connaître quand même un minimum qu'est-ce qu'il y a à savoir sur la loi de finances. De chaque année, d'année en année, elle change. Les mesures fiscales qu'il y a dans la loi de finances chaque année, il n'y en a pas énormément qui vous concernent. Il y a peut-être une ou deux mesures fiscales. Il faut toujours les connaître et être en veille par rapport à cette information. Les bonnes pratiques de gestion de stock pour préserver la trésorerie, ça c'est très important et il faut absolument se faire accompagner par son expert comptable pour savoir si vous avez des produits dormants, des produits périmés, comment faire un inventaire tournant, etc. Et puis l'optimisation des charges et l'anticipation du contrôle fiscal. Et là, c'est ce qu'on va voir ensemble par rapport à comment on fait le diagnostic du coût financier pour faire son plan d'action financier. La première des choses, c'est qu'on analyse les comptes de l'officine. Quand j'analyse les comptes de mon officine, ça veut dire je vois mon chiffre d'affaires, je le segmente pour le voir. Je ne peux pas le voir en général. Si je vois que mon chiffre d'affaires est de 1 million de dirhams cette année, si je ne sais pas découper mon chiffre d'affaires entre celui qui a été sur les médicaments, celui qui a été sur les compléments alimentaires, celui qui a été sur la cosmétique, je n'ai pas une information vraiment pertinente pour moi pour faire un plan d'action en 2026. Je vois aussi les charges fixes. Donc tout ce qui est loyer, salaire, facture d'électricité, Internet, est-ce que ça évolue positivement, négativement? Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à vos charges fixes et bien sûr à vos charges variables aussi? Est-ce que vous avez trop acheté par rapport à ce que vous avez vendu ou est-ce que vous avez pas du tout stocké suffisamment, du coup vous êtes passé à côté d'opportunités de vente? Identifier les stocks de fuite, stocks dormants, produits périmés, perte de trésorerie. Regardez aussi si au niveau de votre personnel, il y a une confiance suffisante, qu'il n'y a pas de fuite, qu'il n'y a pas de produits vendus non facturés. Et puis, bien sûr, calculer le seuil de rentabilité minimum. Et pour le seuil de rentabilité, je vais vous donner la formule pour le calculer. Le seuil de rentabilité, c'est les charges fixes annuelles. Donc les charges fixes, c'est vos salaires, c'est votre loyer que vous payez, c'est vos charges d'électricité. C'est ce qui vous permet de faire fonctionner votre pharmacie tous les jours sur le taux de marge sur coût variable. Vous allez me dire, mais c'est quoi ce taux de marge sur coût variable? Le taux de marge sur coût variable, c'est tout simplement la marge brute sur le chiffre d'affaires. Donc la marge brute, c'est celle pour laquelle on fait les chiffres d'affaires moins les dépenses. Donc le chiffre d'affaires, c'est tout ce qui rentre, tout ce que vous avez encaissé. Et généralement, il est comptabilisé en hors taxe parce que la TVA n'est pas à vous. Moins les dépenses, c'est tout ce qui est charges d'exploitation, charges d'investissement. Donc on a les charges fixes plus les charges variables. Donc, les charges variables, c'est tout ce qui est les coûts directement liés aux ventes. Donc, c'est les achats de médicaments au niveau de chez vos fournisseurs, etc. Ce seuil de rentabilité va vous permettre de savoir quel est le chiffre d'affaires minimum pour lequel votre officine est viable. Et ça, je vous conseille de le calculer à la fin de chaque année pour l'année prochaine, pour faire le lien avec l'année suivante. Si vous avez un seuil de rentabilité qui est, supposons, de 800 000 dirhams, ça veut dire que si vous ne faites pas minimum 800 000 dirhams de chiffre d'affaires, eh ben, il faut réfléchir à la viabilité de votre officine. Ça veut dire que votre officine, économiquement, ne va pas vous permettre de bien vivre. Donc, il faut absolument faire en sorte d'augmenter le chiffre d'affaires pour
aller au-dessus du seuil de rentabilité. Alors, un exemple de plan d'action. Donc, on a trois volets. On a un volet commercial, un volet financier et un volet stratégique. Je vous ai donné ici quelques exemples pour une pharmacie qui va mettre en place son plan d'action. L'indicateur pour le commercial, c'est que j'ai envie, par rapport à l'année dernière, de développer la part de la parapharmacie, puisque ma marge est plus intéressante, la part de la pharmacie dans mon chiffre d'affaires par rapport à la part des médicaments. Donc, là, actuellement, elle est de 18% de mon chiffre d'affaires. Je veux qu'elle passe à 25% de mon chiffre d'affaires. Pour le financier, je veux que ma marge brute soit au-dessus de 30%, alors que là, elle est autour de 26%. Elle est autour de 26%, pourquoi ? Parce que ma part de parapharmacie, elle est moins que mon objectif de 2026. Et les médicaments, j'ai une petite marge. Comme j'ai une petite marge, forcément, ça met ma marge brute vers le bas. Donc, ces deux objectifs sont linkés. Donc, il faut toujours une articulation entre les deux objectifs. Mon stock périmé, je veux que ce soit inférieur à 1% de mon chiffre d'affaires, alors que maintenant, c'est 2,5%. Stratégique, donc par rapport à votre positionnement stratégique, identifier les campagnes qui vont vous faire amener plus de patientèle. Donc, je peux identifier, par exemple, je veux développer 2 nouveaux services en 2026. Alors, ces 2 nouveaux services qui doivent être lancés, lesquels vont être? Ça, c'est en fonction vraiment de votre ADN. Et puis, bien sûr, la formation des équipes. Mais d'abord, avant de les former, il faut savoir dans quoi il faut que je les forme. Donc, il faut que je diagnostique quels sont les besoins de ma patientèle pour lesquels il y a vraiment un besoin de formation de mes collaborateurs. Un plan d'action type de l'officine en 2026 avec un planning. On commence à partir de janvier, mais on réfléchit à partir de septembre. D'où cette keynote aujourd'hui. C'est pour vous, mon objectif, c'est vraiment que vous partiez avec un open mind et une réflexion. Donc, vous commencez à réfléchir pour préparer un plan d'action à partir de janvier. Généralement, en janvier-mars, je mets de l'ordre. Donc, j'ai fait le diagnostic en décembre, en novembre, parce que là, je suis en train de clôturer mes bilans. Mais en janvier-mars, c'est là que je fais un audit comptable et fiscal avec l'expert. C'est là que généralement, je dépose mes bilans en mars 2026. Donc, profitez des interactions avec cet expert comptable pour lui poser toutes les questions et savoir exactement quels sont vos indicateurs financiers qui sont au vert et ceux qui sont au rouge. Je crée mon tableau de bord mensuel, c'est-à-dire que pour chaque mois, je suis mon chiffre d'affaires médicaments, mon chiffre d'affaires para, mon chiffre d'affaires cosméto, mon chiffre d'affaires compléments alimentaires sur un fichier Excel ou sur mon logiciel de gestion qui va me permettre de sortir ce tableau. Ce tableau va me permettre donc de calculer automatiquement d'un trimestre à l'autre, d'un semestre à l'autre ou d'une année à l'autre, les tendances. Ça, c'est à voir avec votre responsable ERP. Donc, si vous avez un ERP de gestion électronique au niveau de votre officine, il faut faire une réunion avec lui en janvier pour lui dire « Mets-moi en place, s'il te plaît, le tableau de bord de cette manière. Moi, voilà les indicateurs que je veux suivre. » Donc, on ne fait pas ça tout seul, mais vous avez déjà des prestataires qui peuvent faire ça pour vous. Je revois mes contrats avec les fournisseurs. Est-ce que cette année, je vais faire des achats groupés, enfin, avec d'autres pharmaciens? Avec quel laboratoire je vais aller? Quelles sont les remises les plus intéressantes, etc. Et puis, bien sûr, je mets une procédure stricte de gestion de stock. Et là, je vous invite du coup à faire le focus sur la gestion de stock dans le plateau TV cet après-midi. Et ça, c'est l'inventaire tournant. Donc, le conseil, c'est que on utilise chaque jour à peu près, on fait le stock sur 4 produits. 4 produits par jour, parce que comme ça vous prend quoi, 30 minutes à tout casser dans la journée. Mais c'est un exercice régulier, c'est une procédure régulière pour faire votre inventaire et que ce ne soit pas un inventaire fait en décembre avec tout à voir, quel est mon stock, et puis là je me perds, je ne sais pas. Chaque jour, je prends 4 produits au hasard et je fais l'inventaire de ce stock-là. Ou un journal des ventes de avril, mais... Pardon? Oui, mais au-delà de l'inventaire de tous les produits vendus, pour éviter les coulages et pour savoir vraiment si tout est... Vous prenez au hasard à chaque fois, sans que vos collaborateurs ne le sachent, 4... c'est ce qu'on appelle des SKU, donc des références de produits que vous avez en pharmacie.
et vous faites l'inventaire. Donc, quatre produits au hasard, et vous avez votre tableau en interne, et vous faites cet inventaire 30 minutes par jour. Ça vous permet vraiment d'éviter tous les coulages. Une fois que je mets en place, je fais l'ordre, je fais le diagnostic, je mets en place mes tableaux de bord, j'ai fait mon audit, etc. Je passe avril à juin, c'est là où je fais de la croissance. C'est là où je commence à me développer, où je fais des choses qui vont me permettre de développer de nouvelles sources de revenus. C'est-à-dire que je vais commencer à former mon équipe de vente. Je leur dis, bon ben ok, maintenant, comment tu fais pour vendre la crème hydratante? Qu'est-ce que tu dis quand quelqu'un te demande une crème hydratante? Est-ce que tu proposes aussi la crème de nuit avec? Est-ce que quand quelqu'un te demande une cure anti-chute, est-ce que tu proposes des shampoings avec? Donc, ce genre d'argumentaire commercial qu'on regarde avec ces équipes. Pourquoi pas penser à un programme de fidélité ou des réductions sur la parapharmacie? Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui se pratique ou pas. Je sais que c'est sur les médicaments, c'est pas du tout autorisé. Mais sur la parapharmacie, probablement, puisque les qui ne sont pas pharmacies le font. Donc, pourquoi pas identifier quelle réduction en parapharmacie on peut faire, digitaliser les factures et mettre à jour le logiciel de gestion et réduire les charges énergétiques. Donc, regardez si vous avez une hausse de facture d'électricité, ça aussi, ça joue dans votre bilan. Pourquoi? Quels sont les... En juin et septembre, je me développe et je diversifie. Donc, c'est là où je vais mettre en place tout ce qui est test rapide, atelier de prévention santé, travailler beaucoup plus sur mes réseaux sociaux, etc. Et puis, toujours de octobre à décembre, donc à peu près dans cette période-là, ça, c'est la période de votre bilan. C'est la période où je vois, maintenant, à partir de maintenant, vous voyez tout ce que vous avez réalisé, vos réalisations en 2025. Et vous faites le bilan pour préparer 2026. Donc, j'anticipe les nouvelles mesures fiscales, je prépare la réserve de trésorerie, je planifie les investissements, j'évalue les résultats financiers, etc. Donc ça, c'est globalement générique. Ensuite, c'est en fonction de chaque pharmacie et des profils de sa patientèle qu'il faut que j'identifie quelle campagne marketing et commerciale je vais faire par mois. On peut identifier un mois, un service, un mois, une campagne, un mois, un partenariat. Donc, à vous de voir, et en fonction de chaque campagne, quelle vitrine quelle couleur je vais donner à ma pharmacie. Parce que n'oubliez pas, avant d'être un professionnel de la santé, étant donné que vous avez une vitrine, pignon sur rue, vous êtes un acteur du retail. Alors, quand on parle de retail, on pense aux supermarchés. Dans les supermarchés, on rentre, on voit des gondoles, on voit des flyers, on voit des promotions, on voit des remises. C'est animé, c'est actif, parce que c'est un endroit physique où il y a une expérience qui doit avoir lieu. Ce n'est pas juste un dispensaire de médicaments, votre officine, mais c'est un endroit de commerce, un endroit de retail. Comme on voit aujourd'hui, inspirez-vous aussi des chocolateries. On peut avoir des vitrines magnifiques à la Saint-Valentin. Par exemple, votre Saint-Valentin, ça va être le mois de combat contre le cancer ou en fonction de votre secteur. Donc, réfléchissez au merchandising par rapport à votre vitrine. Alors, maintenant, je vais finir et conclure avec des questions pour vous faire réfléchir, pour vous donner rendez-vous à notre prochaine rencontre. Et c'est-à-dire que si vous pouviez réfléchir et prendre en note 2 sources de pertes dans votre pharmacie en 2025. 3 postes de charge qui pèsent le plus. Vous pouvez aussi vous poser la question, c'est quel produit ou service représente aujourd'hui vos meilleures marges? Mais ça, vous ne pouvez pas le savoir si vous n'avez pas identifié et si vous n'avez pas regardé le tableau de bord. Si vous deviez mettre 5% de votre chiffre d'affaires de côté pour investir en 2026, vous le mettriez dans quoi? Quelles sont les 3 attentes principales de vos patients que vous n'avez pas encore totalement satisfaites? Donc là, on réfléchit à nos patients qui sont-ils? Je me souviens, le Hajj Si Mohamed, il m'avait demandé un jour un truc qu'il n'a pas trouvé chez moi. La Fatima n'a pas trouvé quelque chose. Il y a un stock qui était périmé. Donc, quelles sont 3 attentes? Juste 3 que vos patients vous ont déjà demandé tout au long de l'année 2025, qui vous ont marqué, que vous n'avez pas encore satisfait. Comment pourriez-vous les fidéliser? Et quelle action simple pourriez-vous lancer le mois prochain pour augmenter votre patientèle? Voici un petit peu des petites pistes de réflexion, en espérant que la prochaine fois,
essayez de venir avec des réponses, avec un bilan de octobre à décembre de votre officine. Et peut-être qu'on aura l'occasion de travailler sur vos cas uniques en workshop, en binôme ou en trinôme lors de la prochaine rencontre, Inch'Allah. Donc je reste ouverte à vos questions maintenant. La keynote est finie, à votre disposition pour répondre à vos questions. Oui. Oui, bonjour et merci. Alors moi j'ai juste une question par rapport vous avez dit qu'il faut mettre un petit coin ou proposer un service de conseil et donc de recevoir le patient presque en tête-à-tête et lui proposer. Est-ce que c'est légal? Vous faites déjà le conseil derrière le comptoir, il me semble. Alors ça dépend, est-ce que vous êtes, en plus d'être pharmacien, est-ce que vous êtes coach en nutrition? Alors si vous êtes par exemple coach en nutrition, oui. D'autres médecins en cabinet sont médecins généralistes, coach en nutrition, ils font payer la consultation sur la nutrition et pas sur la médecine générale. Oui. Parce qu'ils ont un diplôme qu'ils ont pu faire valoir. Donc j'ai le droit de alors légalement, je ne suis pas du tout un expert juridique, donc je ne pourrais pas m'avancer sur ça. Mais en tout cas en France, ça se fait. Ça se fait. Oui, ça a été voté, le code est sorti et ça se fait. Au Maroc, parce que nous on fait des consultations dermatologiques, on fait des consultations nutritionnistes, on fait tout. Il faut voir ça avec l'association de valorisation du service de l'acte officinal. Ouais. Je pense que c'est un combat qui est mené. Est-ce que c'est commencez déjà par le plus simple, qui est sûr que légalement il passe. Par exemple, le dépistage, c'est quelque chose que vous avez vraiment la possibilité de facturer. Le conseil, il faut qu'il soit davantage cadré pour pouvoir le facturer, mais il faut garder ça comme une opportunité à développer. Mais commencez par les choses les plus simples, comme le dépistage que vous pouvez faire facturer. Les TROTS, donc on peut utiliser même les TROTS maintenant. Les TROTS, les tests de dépistage rapide. Alors, je sais que par exemple pour la glycémie, c'est quelque chose que vous pouvez faire, que vous pouvez facturer. La tension artérielle, la même chose, la pesée. Il y a des machines aujourd'hui pour la pesée qui vous donnent aussi un bilan. C'est quelque chose que vous pouvez faire facturer. L'impédométrie, c'est quelque chose que vous pouvez facturer. Mais ça dépend comment vous le présentez aussi en officine pour que votre patient n'aille pas dans un centre de soins où il n'y a ni médecin ni pharmacien d'ailleurs et il paye ce service. Pourquoi ne pas le payer à un professionnel de la santé en pharmacie? Merci. Oui. La slide? Oui, bien sûr. Les faiblesses, c'est ça. D'autres questions? Oui, alors l'ERP, c'est le logiciel de gestion en officine. C'est, exemple, Blinks, Orbrus, c'est ce qui vous permet d'avoir la vision sur votre chiffre d'affaires, votre stock, vos factures, vos devis, etc. D'autres questions? Oui. Et vous avez le micro qui arrive. Bonjour. Certaines pharmacies pratiquent la remise. Sur les médicaments ou sur la parapharmacie? Sur les médicaments, sur la ça, c'est pas autorisé. Pharmacie. Cela nous fait perdre, pour ceux qui ne la pratiquent pas, certains clients. Comment agir? Contre la concurrence déloyale, les plus grands groupes internationaux n'ont pas encore forcément trouvé comment agir. Mais la meilleure façon d'agir pour moi est de trouver d'autres sources de revenus et ce qu'on appelle des facteurs de différenciation. Donc, vous vous différenciez par la disponibilité de votre stock, vous vous différenciez par la qualité de votre conseil, vous pouvez vous différencier par la possibilité d'avoir des dépistages, la possibilité d'avoir des partenaires disponibles en pharmacie. Donc, tout ça peut éventuellement faire que... Mais je sais que le Marocain, aujourd'hui, son attribut satisfaction numéro 1 est le prix.
Donc, dès qu'on lui diminue 2 dirhams, ben, il va courir vers les 2 dirhams. Mais il faut lui donner une raison supplémentaire de venir chez vous et donc d'être tenté de payer un peu plus pour une meilleure qualité. Oui. Mais sinon, il faut se battre la concurrence des loyers. Il faut arrêter de faire ça. C'est tout. Tout à fait. Oui. Mais vous pouvez faire des ristournes sur les autres produits qui ne sont pas réglementés. Donc, éventuellement. Ouais. Oui, il y a de ça s'appelle les problèmes structurels du secteur. Et ben, justement, il faut une certaine solidarité entre pharmaciens pour essayer de faire en sorte que... Et si vous, entre pharmaciens, vous n'êtes pas solidaires, ce n'est pas les autres professionnels de la santé qui vont être solidaires avec vous. Donc, je suis très agréablement surprise et très heureuse, sachant que je connais ce secteur maintenant depuis 2016-2017, de voir qu'il y a eu les manifestations, que vous vous êtes alliés. Il y a eu une coalition et il y a eu les pharmaciens qui sont descendus avec la même voix. Donc, c'est un premier pas, ne désespérons pas. Ça veut dire que, Inch'Allah, il y aura du positif. Vous vouliez poser une question ? Bonjour, c'était vraiment intéressant. Mais ma question relève vraiment d'un dilemme éthique. Comment garder des intentions pures, ne pas devenir juste avoir un esprit un peu manipulateur, juste vendre, mais ne pas oublier ce noble métier qui représente vraiment le conseil pharmaceutique avec des intentions pures, avec vraiment mettre la priorité sur la santé du patient. Et comment combler les deux? Merci beaucoup pour cette question. Alors, c'est une question qui est très légitime, mais en même temps, c'est pour ça que je fais ces formations. Je fais ces formations parce que justement, mon combat, c'est de dire que le business et la santé ne sont pas contraires, ne sont pas deux choses, je dois choisir l'un ou l'autre. Ils sont complémentaires. Mon combat, c'est de dire que vous, en tant que pharmacien, vous devez être économiquement viable pour proposer le meilleur service de soins. Si vous êtes en faillite, si vous perdez de l'argent, comment on va aller chez vous, avoir un bon conseil et avoir la disponibilité du médicament? Donc, économiquement, il est de votre devoir éthique d'être viable. Pour moi, c'est pour ça que je donne des cours de management aux professionnels de la santé. Parce que la santé, c'est très important, mais si elle n'est pas économiquement viable, elle n'est pas durable. Et le but, c'est la durabilité des professionnels de la santé, du métier du pharmacien et du métier du médecin. Si le médecin et le pharmacien ne sont pas aujourd'hui à même de gagner leur vie correctement grâce à ce métier, c'est un métier qui s'éteindra et ce n'est pas bon du tout pour les patients. Donc ce n'est pas contraire, au contraire c'est complémentaire. Je t'en prie. Voilà, donc nous allons clôturer cette session. Au plaisir de vous retrouver lors de la prochaine table ronde de conférence et lors d'un workshop, Inch'Allah.